Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là présent dès l'instant même où apparaissent les vidéos. Ça veut dire que vous avez activé la clochette afin de recevoir bien sûr les vidéos en première. Et bien sûr pour les autres, écoutez, activez la clochette, activez la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première sortie, dès les premières secondes. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites ce que vous voulez, faites des enregistrements, des pistes, je ne sais pas ce que vous faites, hein. Bon. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour ma part, tout va bien. Je vous remercie d'être là, d'être fidèles. Merci pour ceux qui nous rejoignent, qui se sont peut-être pas encore abonnés. Alors faites-le, faites-le, abonnez-vous. C'est pas un ordre, hein. C'est une recommandation. En vous abonnant, vous donnez à YouTube un signe. Un signe. Bon, je ne sais pas s'ils en tiennent trop compte, puisque les algorithmes semblent un petit peu s'affoler dans tous les sens. Ils n'ont pas l'air de tellement considérer le nombre de pouces que vous mettez. Chers amis, je suis désolé, je vous fais confiance, hein, je sais que vous mettez des pouces, hein, je le sais, je vous fais confiance, mais YouTube il n'en compte que certains et pas d'autres. Ainsi, jamais ma chaîne montera. Que veulent-ils? Que je m'arrête? C'est peut-être ça. Ou alors ils attendent qu'une occasion au tournant pour me la striker, pour me ghoster. Bon. Et d'ailleurs, même certaines vidéos, certainement, n'apparaissent pas à l'étranger, hein. Bon. Ça, je peux pas le vérifier puisque je ne vis pas à l'étranger, puis ça prendrait beaucoup de temps pour vérifier toutes ces informations. Alors, chers amis, nous allons continuer, nous allons poursuivre. Alors, nous en étions où hier? Alors, hier, bon, alors on a vu le retour du roi Louis XVIII, hein, si je me souviens bien. Il est venu entre deux temps, il y a eu le retour de Napoléon Ier, comme vous le savez, les 100 jours, hein. Alors là, attendez, Charles X, bon, on a vu que Charles X, Louis XVIII, Charles X, on a vu hier. Alors, la monarchie de Juillet, voilà. Royaume du pays des fromages, je ne dis pas le nom parce qu'il faut éviter de dire le nom des pays ou même de certaines villes, même de villes, puisque YouTube censure. Voilà. Ou alors diminue ou ralentit la chaîne, je ne sais pas ce qu'ils font, mais bon. Bref, ils ont plus d'une plus de ros- plus d'une flèche à leur arc, hein. Bon, moi je ne sais pas trop ce qu'ils font avec, hein. Alors nous allons parler du royaume de France, la monarchie de Juillet. On va commencer par Louis-Philippe Ier qui a succédé, comme vous le savez, à Charles X, qui a été bon, ben, congédié, hein, destitué, je crois. Il a dû signer son abdication, comme vous le savez. Alors, que dire de ce roi, Louis-Philippe Ier, ou simplement Louis-Philippe, né le 6 octobre 1773 à Paris, au pays des fromages, est mort le 26 août 1850 à Claremont House Surrey, au Royaume-Uni, en Angleterre. Et le dernier roi à avoir régné dans le pays des fromages entre 1830 et 1848, avec le titre de roi des habitants du pays des fromages. Voilà, alors on va faire un petit parcours de Louis XVIII. Alors, descendant de Louis XIII, bien sûr, cousin éloigné de Charles X, il est proclamé roi des habitants du pays des fromages, après les Trois Glorieuses confrontées à la Révolution de 1848. Il abdique en faveur de son petit-fils Philippe d'Orléans, comte de Paris, mais l'Assemblée refuse de le reconnaître et proclame la Deuxième République. Mais nous y reviendrons dans un instant. On va d'abord regarder un petit peu, bon ça c'est la République, on verra ça plus tard. On va d'abord regarder un peu le parcours de cet homme, Louis-Philippe, qui est le dernier roi à avoir régné sur le trône, un trône avec bien sûr un bimode, hein, en bimodal, hein, puisqu'il y avait une assemblée issue de la Révolution, donc c'est pas tout à fait c'est une royauté quoi, mais c'est pas une monarchie de type absolu, hein. Alors, le Philippe, tout simplement, bon, je l'ai dit. Bon, premier prince de, du sang sous la Restauration, car voilà, car descendant de Louis XIII, le prince Louis-Philippe a
au cours de sa vie porté successivement, excusez-moi, les titres de duc de Valois 1773-1785, duc de Chartres 1785-1790 et enfin celui de duc d'Orléans 1793-1830 avant d'accéder à la couronne en 1830. Son cousin Charles X ayant été renversé par les Trois Glorieuses, comme on a vu déjà, les 27, 28 et 29 juillet 1830, pour mémoire, 18 ans à la tête d'un royaume en profonde mutation sociale, économique et politique. Louis-Philippe, par la monarchie de Juillet, a tenté de pacifier une nation profondément divisée avec les armes de son époque, mise en place d'un régime parlementaire, voilà, de la bourgeoisie bien sûr, elle devenait de plus en plus grande, la bourgeoisie aux affaires manufacturières voilà, et financières, permettant un essor économique de première importance au pays des fromages, révolution industrielle. Ça, nous y reviendrons un jour. D'ailleurs, tiens, je vais noter la chose là, voilà. On en parlera une prochaine fois. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Excusez-moi. Voilà. Alors, la branche cadette des Bourbons, la maison d'Orléans, donc, accède alors au pouvoir. Louis-Philippe n'est pas sacré roi du pays des fromages, mais intronisé roi des habitants du pays des fromages. Son règne a commencé avec les barricades de la Révolution de 1830. Alors les barricades, justement, je vous en ai dit un mot, c'était les trois glorieuses, voilà. S'achève en 1848 par d'autres barricades, oui, voilà, ça y est, d'autres barricades. On en parlera d'ailleurs, je vais noter ça aussi. Ah ben je l'ai noté. Hop. Et qui le chasse pardon, pour instaurer la Deuxième République. Oui, la deuxième barricade chassera le roi Louis-Philippe Ier. Bon, qui le chasse en instaurant la Deuxième République. La monarchie de Juillet, qui a été celle d'un seul roi, marque dans le pays des fromages la fin de la royauté. Elle fait suite à la monarchie dite conservatrice que constitue la Restauration entre 1814 et 1830. La monarchie de Juillet est dite libérale et le monarque doit renoncer à la monarchie absolue de droit divin. Voilà. Bon. Absolutisme alors. Bon, on va pas noter ça si. Si j'en dirais un petit mot peut-être en exergue. Bon, on verra ça. Voilà, de droit divin. Donc, l'idéal du nouveau régime est défini par Louis-Philippe, répondant à la fin de janvier 1831 à l'adresse que lui envoie la ville de Gaillac. Nous chercherons. Enfin, bon, je vous laisse lire la suite, chers amis. Jeunesse, exil et fortune. Naissance et éducation. Louis-Philippe d'Orléans est né au Palais Royal à Paris le 6 octobre 1773 et il est ondoyé, ouais, bon, ça vous savez ce que c'est, le même jour par André Gautier, docteur en Sorbonne et aumônier du duc d'Orléans, en présence de Jean-Jacques Poupart. Qui c'est cet homme-là, Jacques Poupart, né un ecclésiastique, un curé, quoi. Bon, curé de l'église Saint-Eustache à Paris et confesseur du roi. Bon, on continue, on va y aller. Alors, que dire? Petit-fils de Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans lui-même, petit-fils de Philippe d'Orléans, le régent. Il est le fils de Louis-Philippe Joseph d'Orléans, duc de Chartres, 1747-1793, connu plus tard sous le nom de Philippe Égalité. Ah, Philippe d'Orléans. Et de Louise-Marie Adélaïde de Bourbon. Belle peinture. Mademoiselle de Penthièvre, 1753-1821. Il est titré duc de Valois de la naissance à la mort de son grand-père en 1785, puis
Puis, son grand-père, ayant relevé le titre de duc d'Orléans, duc de Chartres, etc., etc., etc. Voilà, partisan de la Révolution, bah oui, les Orléans, ça. Bon, enfin, à chacun sa manière de penser, chers amis. Hein. C'est pas que... Moi, je vous l'ai dit ce que j'en pensais de la Révolution. Dans les premières heures, les premières heures de la Révolution, cela me semblait légitime et même souhaitable. Mais ce qui se cachait derrière, ce qui se cachait et qui apparaîtra très très vite après les, comment dire, la prise de la Bastille, entre guillemets, la fête des Confédérés, c'est une bourgeoisie qui ne voulait pas entendre parler, bon, le tiers-État en fait, hein, qui ne voulait pas entendre parler du quart-État. Alors, il faudra voir ce que c'est que le quart-État. Je vous en dirai un mot la prochaine fois. Lors de la prochaine vidéo, je vous dirai quelques mots là-dessus. Ben, d'ailleurs, tenez, je vais regarder un petit peu si je trouve. Alors, le quart-État. Je mets révolution. Ouais, révolution. Sinon, ils ne vont pas comprendre. Google ne comprend pas. On va voir si je trouve. C'est pas sûr, hein, mais peut-être. Alors, date et réforme. Voilà, bon, ils ne mettent pas la vidéo. Non. Rien. Bon. Ah, et oui, non, c'est des images du Careta. Bon, enfin, ils n'en parlent pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simple. C'est parce que le Careta, comme je vous l'ai dit, représente à la fois les cultivateurs, les agriculteurs, les éleveurs, les maréchals ferrants, enfin tous ces petits métiers et les vitriers, par exemple, hein, les changeurs de carreaux hein, dans les maisons des gens. Ça, c'est le Careta, c'est les saisonniers. Les saisonniers, il y avait beaucoup de saisonniers à l'époque, hein, vous le savez, ça existe encore d'ailleurs, hein, vous le savez, ça se perpétue encore même en 2024. Mais il ne parle pas de Careta, vous voyez, parce que le Careta fait une référence au petit peuple qu'on appelle les gueux, malheureusement. Ben, c'est comme ça. Mais bon, mal élevé, souvent pas très propre à l'époque. Hein. Ou les sans-culottes, oui. Alors les sans-culottes, oui, sont peut-être en grande partie des gens du Careta qu'on a soudoyé, qu'on a payé, vous savez. C'était pas des canettes de bière, mais c'était des bouteilles de vin, des tonneaux de vin qu'on leur donnait. Et une fois qu'ils avaient fait la besogne des massacres, notamment dans les abbayes, les monastères, les châteaux, j'en passe, de la noblesse et tout ça, on leur disait, bon écoute, bon arrêtez là, c'est fini maintenant, allez rentrez chez vous, cassez-vous, allez-vous-en. Voilà, c'était ça le careta. Le careta, c'était, bon, viens ici, tiens, je vais te donner un baril de vin, et en échange, tu vas me rendre service, tu vas aller spolier ce seigneur, là, tu vois, il a peur, là, il est chez lui, il s'est cloîtré, tu vas défoncer la porte avec une meute que je vais te donner, je vais te donner des gens, vous allez tout piller là-dedans, vous leur ramenez tout, et après je vais vous récompenser. Et puis les récompenser, comme je vous dis, par des litres de vin. Aujourd'hui, c'est des canettes de bière. Hein. Bon, les litres de vin. Et quand la besogne était faite, on leur disait, bon, allez, c'est fini maintenant, allez, vous êtes sous, vous vous sentez mauvais, là, allez, cassez-vous, allez-vous-en. Voilà. Ça, c'était la bourgeoisie qui, pour régner, avait besoin de semer la terreur. Bon, la terreur a commencé, comme vous le savez, rapidement en 1791 ou 92. Hein. C'était surtout 92, pardon, les années de Robespierre. Mais est-ce que Robespierre était vraiment celui qui a fait les écrits, les édits, pas les édits, c'est royal ça, comment les écrits à l'Assemblée pour organiser des massacres? Moi j'ai un doute. J'ai un doute, je pense que Robespierre, on lui a prêté beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il a été nommé sous la terreur, parce qu'il fallait calmer un peu le carita, bien sûr, les mécontents, hein, les ultras, les sans-culottes. Hein, c'est comme ça qu'on les appelait d'ailleurs, hein, les sans-culottes, hein, qui étaient pour la plupart du carita, des petites gens, quoi, vous voyez, des petits ouvriers. Aujourd'hui, on dirait des chômeurs ou des contrats saisonniers ou en agence intérimaire. C'est un peu l'équivalent de l'époque. À l'époque, c'était ça.
C'était, bon, ils n'étaient pas aussi payés que les chômeurs aujourd'hui, hein, quand même. Mais bon, c'était à peu près ça, quoi, vous voyez. Mais avant, on ne les payait pas en monnaie sonnante et trébuchante, sauf une petite monnaie, pas d'écu surtout, surtout pas. Non, une petite monnaie, une petite piécette ou deux comme ça. Allez, 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 va t'acheter du vin, je t'offre le vin, là, allez, va-t'en. Voilà, et c'était comme ça. Et le Careta, dans les cahiers de doléances, à Versailles en 1788, ils n'ont pas été représentés. Ils ont été écartés. Mais, on leur a fait des promesses. Si la révolution avait lieu, si les bourgeois pouvaient mener les choses comme ils le voulaient, ils ont réussi. Ils ont, ils ont gardé, on va dire, en poudrière un peuple affamé, hein, il faut dire ce qui est. À Paris, il n'y avait plus de pain. Et qui c'est qui empêchait d'avoir le pain? C'est pas que les gens empêchaient les Parisiens d'avoir du pain, mais c'est que les vendeurs de farine, c'était des bourgeois. Et c'est eux qui fermaient les meuleries, hein, c'est ça qu'on dit. Les meuleries, les meuniers, quoi. Enfin, c'est eux qui disaient aux meuniers, non, 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 vous arrêtez la fabrication, non, 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 on va vous payer, on va vous dédommager, mais non, non, vous arrêtez de fabriquer la farine, il faut plus qu'il y ait du pain à Paris, il faut que les gens crèvent, il faut soulever le peuple contre le monarque. C'était ça la révolution. C'est la bourgeoisie qui, commençant à prendre de la valeur, de l'importance, pardon, voilà, la révolution s'est faite par la bourgeoisie, le tiers-état, pour remplacer la noblesse et le clergé. Bon, le clergé, ça, c'est une autre histoire. Donc, partisans de la révolution, évidemment, bon, ça, les Orléans, et ils le sont encore, hein. Aujourd'hui, ils acceptent ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, hein. Vous voyez déjà la laideur du fanion. Regardez, regardez, regardez déjà. Regardez, regardez. Vous reconnaissez pas ça? Ben, c'est la Constitution de 1789. C'est la même tablette. C'est un symbole franc-maçon. Vous voyez? Regardez. Tout ça, c'est des signes de la franc-maçonnerie. Là-haut, c'est la royauté, la monarchie, la couronne. Alors, qui couronne quoi? Qui couronne la révolution. Vous voyez? C'est pas difficile, hein? Voilà, Louis-Philippe Ier, c'est ça, c'est son blason qui représente, euh, qui représente rien de bon, quoi. Enfin. Bon, en avril 1793, donc, il rejoint la Belgique à la suite de son chef. Bon, voilà, un général Dumouriez. Ah, tiens, Dumouriez. Oui, bon. Général de la Révolution, particulièrement connu en raison de la victoire qu'il remporte. Ah, c'est intéressant de voir. En raison de qu'il remporte aux côtés du général Kellermann. Donc voici la peinture. Le 27 septembre 1792 à Valmy, face à l'armée prussienne. Bon, ça c'est une autre histoire. Parce que bien sûr, la Révolution a soulevé les royaumes de Prusse, de Belgique et de partout ailleurs contre les nouvelles menées du pays des fromages, hein. Alors, proscrit, il est proscrit par le gouvernement révolutionnaire, bon, accusé de collusion avec le traître, du moyen, bon, etc. Portrait de Louis-Philippe d'Orléans, alors colonel général des hussards pendant la Restauration. Voilà un petit peu le portrait, vous voyez la peinture. Très joli. Bon, alors, prince de sang, 1814-1830, voilà. Reconstitution du patrimoine. Le 20 mai 1814, Louis XVIII rend à Louis-Philippe, par ordonnance, les biens qui n'ont pas été vendus ou confisqués durant la période révolutionnaire. Le père de Louis-Philippe, bon, etc. Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, la bataille de Jemmapes, voilà. Vous voyez les belles. Ah, la période révolutionnaire, bien sûr. La bataille de Montmirail, 1822, vous voyez. Et là, c'est quoi ça, la bataille ah non, excusez-moi, je vois très mal. 1824, voilà. Et la dernière, enfin, la bataille de Valmy, la plus célèbre, qui a donné la victoire de l'armée du pays des fromages contre les Prussiens. Voilà. Bref. Alors, voilà, la révolution de 1830 et Ascension, les Trois Glorieuses, bon, c'est ce que c'est, hein. Voilà.
durant la nuit du 28 au 29 juillet, de nouvelles barricades ont été levées. Le jeudi 29 à l'aube, Marmont a dû se concentrer sur une bande qui va qui va du Louvre à l'Étoile, en passant par les Tuileries et les Champs-Élysées. Bon, le roi Charles X, voilà, avant qu'il abdique, bien sûr. Les Trois Glorieuses, voilà, c'est les premières barricades, vous voyez. Abdication de Charles X, bon, ça vous le savez, et hésitation, voilà. Le duc d'Orléans quitte le palais royal pour se rendre à l'hôtel de ville, 31 juillet 1830. Je vais tout Versailles. Alors, Thiers, qui c'est Thiers? Ah oui, Thiers, comme beaucoup de députés, ne croit pas que l'instauration d'un régime républicain stable soit possible. Et vous voyez, ces gens-là changent de chemise. La veille, il dit qu'il est pour la royauté, la monarchie, pas absolue, mais la monarchie. Et puis le lendemain, il est président de la République, il renie tout ce qu'il a dit avant, tout ce qu'il a fait avant. Bon, bref, enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le pays du fromage, hein, c'est ça. Hein. Avènement d'un nouveau régime, voilà. Rentré à Rambouillet, le général de Girardin, hop, rapporte à Charles X la réponse de Louis-Philippe sur le conseil de Marmont. Le roi va tenter une dernière manœuvre, Charles X, en abdiquant au profit de son petit-fils pour essayer de sauver la dynastie. Mais le lieutenant général refuse d'introniser le jeune duc de Bordeaux. Oui, ça c'est... Le duc de Bordeaux, c'est c'est un Bourbon, oui. Et ainsi enterre le règne virtuel de Henri V. Voilà. Oui, enfin bon, comme quoi, hein. Les révolutionnaires ne voulaient plus des Bourbons. Eh oui, la monarchie absolue, ouais. Non, le droit divin, ça. Et il était impossible de prétendre leur en imposer un quel, qu'il soit. Ouais, bon. Je ne me... Bon. Roi des habitants du pays des fromages. Hein, voilà, intronisation. Je vous passe un peu tous les détails parce qu'il y a beaucoup, la lecture a l'air importante. Voilà, regardez. Il fait serment devant la République, vous voyez, devant le Parlement. Regardez, le signe franc-maçon, vous voyez. Il lève le bras. Un roi ne fait pas ça. Un roi légitime ne lève pas le bras. Vous voyez. Bon, vous me direz que Louis XVI, quand il est rentré à Paris, à l'hôtel de ville, ils ont mis les sabres dans cette forme-là, du bras, là, vous voyez, de chaque côté. Donc c'est un signe franc-maçon, il faisait un chapiteau avec les sabres. Donc c'était déjà un signe franc-maçon. D'ailleurs, il a mis le drapeau de Phrygien, mais bon, le pauvre, il voulait apaiser un petit peu la colère du peuple, mais bon. Voilà, Louis-Philippe prêtant serment devant la Chambre le 9 août 1830. Dari Scheffer, ça c'est Dari Scheffer, la peinture. Hein. Musée Carnavalet. Alors, pourquoi je dis que c'est un signe franc-maçon? Adolf Hitler l'a pris, ce signe, hein, vous vous rappelez? Mais pourquoi ils font ce signe? C'est un signe comme quoi qu'ils se soumettent à un ordre qui n'est pas du tout pour le peuple, quoi. Ils prêtent serment devant des notables de la bourgeoisie, tout simplement. Bref. Alors attendez, je vais voir quelque chose, là, il y a quelque chose qui m'a chiffonné, là. À l'instant, là, j'ai dû regarder, j'ai vu, on peut pas l'agrandir? Non, non, dommage. Si, voilà. Alors, je sais pas si je vais réussir. Non, ben non, on voit pas bien. Non, il y avait quelque chose qui m'agaçait. Regardez, il tourne le dos au roi. Bah, c'est bien franc-maçon, ça. Hein, c'est un symbole, une manière de se comporter des francs-maçons. Hein. Et là, qu'est-ce que non? Non, il y avait quelque chose qui m'embêtait, mais c'est ça en partie. Regardez, tous ces notables, c'est les bourgeois. Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe là? Ah, Philippe, voilà. D'accord, on est revenu en arrière. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qui nous embête, hein? Voilà. Ensuite, voilà, Louis-Philippe, Charles X, pardon, pardonnez-moi. Le duc d'Orléans, d'accord, ça on l'a vu. Voilà, c'était ça qu'on a vu. C'est le serment. L'Assemblée acclame alors le roi, tandis que 3 maréchaux et un général d'Empire viennent lui présenter les attributs de la royauté. La couronne pour Macdonald, le sceptre pour Oudinot, le glaive pour Mortier et la main de justice pour Molitor, des maréchaux du Premier Empire, montant ainsi sur le trône à l'âge de 57 ans. Waouh, waouh, en effet, pas très jeune, hein. Installation du nouveau régime, Maison Laffitte, voilà, Jacques Laffitte, qui a donné justement le nom à cette ville. Ministère Laffitte, pardon, oh, Maison Laffitte, moi. Si le chef doit être Monsieur Laffitte, confie Louis-Philippe au duc de Broglie, j'y consens pourvu qu'il soit lui-même chargé de choisir ses collègues, et je préviens d'avance que ne partageant pas son opinion, je ne saurais lui permettre de lui prêter secours. On ne saurait être plus clair. Pourtant, la formation du cabinet donne lieu à de longues tractations, et Laffitte, trompé par les marques d'amitié que lui prodigue le roi, croit que ce dernier lui accorde une véritable confiance. Ben non, il n'a pas eu confiance en lui, mais bon. Voilà, bon, allez, on va un petit peu avancer. Ministère Casimir Perrier, voilà, c'était sous Louis-Philippe, hein. Philippe Ier, pardon. Charles X, non, c'était Charles X, oui, pardon. Le 13 mars 1831, Laffitte est donc remplacé par la principale figure du parti de la résistance, Casimir Perrier. Voilà. La formation du nouveau ministère a donné lieu à de délicates tractations avec Louis-Philippe. Voilà. Caricature, pardonnier du roi. Louis-Philippe Ier, dont les besoins financiers sont considérables, connu pour son avarice. Voilà les moqueries du roi, oui. Bah oui, que voulez-vous, hein. Les caricatures ont commencé bien avant 1789, hein, vous savez. On se moquait déjà de la reine Marie-Antoinette par des libelles et des dessins pas très avantageux pour elle et le roi, d'ailleurs, Louis XVI. Illustre épée et talent supérieur. Bon, le maréchal Soult. Cher ami parisien, le boulevard intérieur, c'est ça, hein. Le boulevard des Maréchaux, on appelle ça le boulevard des Maréchaux. La naissance de la rue Transnonain, 4 avril 1834, par Honoré Daumier. C'est quoi ça? Oh là là. Le massacre de la rue Transnonain, 14 avril 1834, vu par Honoré Daumier. Et bon, c'est pas très joyeux. Ah oui, le massacre et pas la naissance, pardon. Excusez-moi, chers amis. Premier ministère, Thiers, alors là, Adolphe Thiers, un massacreur de population. Si Thiers a accepté la présidence du Conseil, a pris le portefeuille des Affaires étrangères, c'est parce qu'il espère pouvoir négocier le mariage du duc d'Orléans avec une archiduchesse d'Autriche. Depuis l'attentat de Fieschi, le mariage, bon voilà, mariage de sa fille avec le roi des Belges, la famille royale belge vers 1848.
Alors, le mariage du duc d'Orléans, voilà, le duc d'Orléans se marie, la duchesse d'Orléans, tenant son fils Philippe, comte de Paris, un portrait de Franz Xavier. Voilà, Odilon Barrault. Qui c'est Odilon Barrault? Transformation du château de Versailles. Oui, bon, ça, voilà, regardez. Bataille de Friedland, 14 juin 1807, 1835 et 36. Bataille de Wagram, pardon. Vous voulez que je les montre en gros? Allez, on y va. Voilà, bataille de 1807, ça c'est sous Napoléon. L'empereur, oui. Bataille de Wagram, 6 juillet 1809, voilà. Ah non, c'est pas Napoléon ça. Pardonnez-moi, chers amis, je suis encore avec Napoléon, moi. 1806, ben si pourtant. Non? Ben si. Bataille d'Iéna, si, c'est sous Napoléon Bonaparte. Vous voyez, à l'époque, les chefs d'État, empereur qu'il était, il allait sur le champ de bataille avec ses hommes. Il ne restait pas en arrière. Vous voyez? Allez demander aujourd'hui à Emmanuel Ier, donc en 2024, d'aller se battre lui-même, d'aller venir avec les troupes du pays du fromage, allez lui dire d'aller se battre en Ukraine. Vous rêvez? Prise du fort Saint-Jean-du-Loir, 27 novembre 1838, 1840-41, voilà. Chers amis, on a fait un petit peu le tour, je crois. Ah non, encore un deuxième ministère tiers, oui, ce serait long. Hein. La chute du ministère Soult impose au roi de faire appel à la principale figure de la gauche, Adolphe Thiers. Ah oui, Soult avait remplacé Thiers dans un premier temps. D'accord, héritage napoléonien. Voilà, chers amis, je ne vais pas trop m'attarder. Le transport des cendres de Napoléon à bord de la Belle Poule, le 15 novembre 1840, tableau peint par Eugène Isabey. Voilà, vous voyez les cendres de Napoléon. La conquête de l'Algérie par Horace Vernet sous pour Versailles. Voilà, la bataille. Alors là, les Algériens ne sont pas contents de voir ça. Hein. Siège de Constantine, l'ennemi repoussé des hauteurs de Koudia-Hati, 10 octobre 1837-1840. Voilà. Je vous montre un peu les peintures comme ça vous donne une petite idée des gloires de la France, quelque part de la France, du pays du fromage, pardon. Le combat de Sicac, 1840. La vidéo sera un petit peu longue hein, aujourd'hui, chers amis, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de choses à montrer. Combat de la forêt de Labra, 3 décembre 1835-1840. Et voilà, enfin la dernière peinture que nous voyons. L'armée française occupe le sol de la Mosaïa, 12 mai 1840, 1840-41. Voilà. Alors, et ça c'est sous Philippe Ier, hein, je crois. Influence de Guizot, en appelant au pouvoir Guizot. Et les doctrinaires, c'est-à-dire le centre droit, après le centre gauche de Thiers, Louis-Philippe est sans doute loin de penser que cette combinaison va durer jusqu'à la fin de son règne. Sans doute imagine-t-il plutôt qu'au bout de quelques mois, il pourra revenir à Mollet. C'est où Mollet? Lui, Mathieu Mollet. Or, l'équipe aussi constituée va se révéler soudée autour de la forte personnalité de Guizot, et celui-ci ne va pas tarder à gagner la confiance du roi jusqu'à devenir son premier ministre préféré, lui faisant oublier Mollet. Guizot, qui a quitté Londres le 5 octobre, est arrivé en accord. Le gouvernement est orléaniste ainsi que la Chambre. Celle-ci est divisée entre la gauche dynastique d'Odilon Barrault, qui réclame l'élargissement du sens à la petite bourgeoisie,
Oui, parce qu'il y avait la haute, la grande et la petite bourgeoisie, bien sûr. Mais enfin, tout ça, c'est le tiers-état de l'époque. Le centre-gauche d'Adolphe Thiers, qui veut limiter le pouvoir du roi. Dirige le journal Le Constitutionnel. Bon. Les conservateurs, dirigés par Guizot et Mathieu Mollet, voilà, veulent préserver le régime et défendent leurs idées dans le journal des débats et la presse. Un homme très intelligent, Guizot, apparemment. Oui, apparemment. Crise de la monarchie. En 1846, la récolte est très mauvaise. Ah ben oui. L'augmentation des prix du blé qui atteindra un record durant l'été 1847, base de l'alimentation, provoque la disette. Et oui, et ce dernier... Alors, ce sera la deuxième fois, enfin la deuxième fois, non, peut-être pas la deuxième, mais ça nous rappelle les années pré-révolutionnaires de 1887, 88, et puis bien sûr 1889, Louis-Philippe et sa famille, en compagnie de la reine Victoria et du prince Albert. Voilà, oui. Voilà, chers amis. Alors, pardonnez-moi, la vidéo est un peu longue parce que le sujet Philippe Ier est très long. Dernières années du règne. Le portrait de Louis-Philippe pour le vitrail de la chapelle Saint-Ferdinand. Oh, c'est pas tellement son avantage ça. Dernières années, à partir de 1842, commence l'installation en Côte d'Ivoire par le traité de Grand Bassam. Les troupes françaises s'emparent d'abord de la zone lagunaire. Bon. Pendant quelques années, Louis-Philippe règne plutôt modestement, évitant l'arrogance, la pompe et les dépenses excessives de ses prédécesseurs. En dépit de cette apparence de simplicité, les soutiens du roi viennent de la moyenne bourgeoisie. Ah, quand même, oui, bon. Au début, il est aimé et appelé le roi citoyen, mais sa popularité souffre quand son gouvernement est perçu comme de plus en plus conservateur et monarchiste. Il est régulièrement raillé, caricaturé, ben oui, ça c'est une caricature, c'est bien ce qui me semblait, souvent sous forme de poire. Oui, bon là, c'est pas le cas. Voilà, oui, regardez. Ben oui, bon, qu'est-ce que je vous dise? Le soutien donné d'abord au parti du mouvement dirigé par Adolphe Thiers fait place au conservatisme incarné par François Guizot. Sous sa conduite, d'accord. Bon, voilà. Daguerréotype de Louis-Philippe. 1842, Louis-Philippe est le seul roi de France à avoir été photographié. Ah. Autre daguerréotype de Louis-Philippe, date méconnue. Oui. C'est vrai qu'il a une chevelure, on dirait une poire, le pauvre. Enfin, c'est pas pour me moquer de lui. Révolution française de 1848. Alors là, dans la semaine précédant la Révolution, le roi ne prend pas conscience de la gravité des événements qui se préparent. Le prince Jérôme Napoléon essaie, lors d'une visite aux Tuileries, de l'en avertir. Il raconte la scène à Victor Hugo, qui la rapporte dans ses carnets à la date du 19 février. Le roi se contente de sourire et de dire « Mon prince, je ne crains rien ». Et il ajoute « Je suis nécessaire ». Ouais, ben voilà. C'est un écrit de Victor Hugo. On peut lui faire confiance. Ça, c'est vrai qu'il était un journaliste, écrivain, poète. Il avait beaucoup de qualités, Victor Hugo. Dans la soirée même du 23 février 1848, la foule déambule sous les lampions pour manifester sa joie et envisage de se rendre sous les fenêtres de Guizot pour le huer. Le mécontentement, bon, voilà. La fusillade du boulevard des Capucines a mis le feu aux poudres dans la nuit du 23 au 24 février 1848. Paris s'est hérissé en barricade, et oui, deuxième barricade donc après les Trois Glorieuses. Au petit matin, les émeutiers de la veille sont devenus des révolutionnaires. Les émeutiers sortant de chez lui de bonne heure, l'historien
Alexis de Tocqueville. Ah, excellent, excellent. Remarque, le milieu de la rue était vide. Les boutiques n'étaient point ouvertes et on ne voyait pas de voitures ni de promeneurs. Des voitures en chevaux, hein, bien sûr, hein. Pas motorisées, pas encore. On n'entendait point les cris ordinaires des marchands ambulants devant les portes des voisins. Voilà. Tout le monde était mécontent, tout le monde restait chez soi, ou alors dans les rues, mais voilà, ne faisant rien, quoi. Alphonse de Lamartine proclamant la Deuxième République devant l'hôtel de ville de Paris le 24 février 1848. Bon, alors, bouleversé par l'issue dramatique de la fusillade du boulevard des Capucines, le roi Louis-Philippe commet l'erreur de confier le commandement des troupes de la capitale à l'impopulaire maréchal Bugeaud. Aïe, 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 aïe. Dont le nom rime avec répression. Ah, quant aux ministres, pour établir l'ordre, ils veulent inonder Paris de la garde nationale, mais ses membres, ceux qui n'ont pas fraternisé avec les révolutionnaires, ont le plus grand mal à contenir des insurgés de plus en plus violents. Les Parisiens s'en prennent à 35 d'entre eux, qui tiennent un poste à l'angle de la place de la Concorde et de l'avenue Gabriel. Ils s'attaquent au château d'eau. Le détachement qui est... Voilà, bon, c'est abdication et fuite de Paris. Voilà. Bon, Louis-Philippe interroge les généraux présents. La défense est-elle encore possible? Pas de réponse. J'abdique, profère-t-il, alors complètement démoralisé à l'idée de finir comme Charles X. La reine Marie-Amélie le supplie de ne pas consommer une telle lâcheté, proclame la nécessité de se défendre. Mais le souverain, soutenu par son fils, le duc de Montpensier, prend place à son bureau et sans se presser de sa grande écriture, rédige et signe son acte d'abdication. Oh ben d'accord, c'est son fils qui signe pour le père. J'abdique cette couronne que la voix nationale m'avait appelée sic à porter en faveur de mon petit-fils, le comte de Paris. Puisse-t-il réussir dans la grande tâche qui lui échoit aujourd'hui? C'est donc au terme de 17 ans de règne, le 24 février 1848 à midi, que Louis-Philippe abdique en faveur de son petit-fils Philippe d'Orléans, que voilà, son fils Ferdinand Philippe étant mort en 1842. Peu de temps après, le roi troque son uniforme et son bicorne contre une redingote et un chapeau rond, et donnant le bras à la reine, rejoint la place de la Concorde par l'allée centrale du jardin des Tuileries. Les insurgés sont aux grilles du palais et rien n'a été prévu pour le départ de la famille royale. L'attente paraît interminable jusqu'à ce que deux Brugams, le Brugams c'est une voiture bipomobile, et un cabriolet viennent enfin se ranger au bas de l'orangerie. Philippe, la reine et trois de leurs petits-enfants montent dans une des voitures qui prend aussitôt la route pour Saint-Cloud. Ils n'ont pas encore passé la barrière de Passy que le peuple envahit les Tuileries. Symboliquement, la foule s'empare du trône de Louis-Philippe et le porte jusqu'à la place de la Bastille, où le dernier trône royal de France est finalement brûlé. Sous les acclamations du peuple, la Chambre des députés, quoique prête de prime abord à accepter le petit-fils du souverain déchu comme roi, doit faire face à des insurgés qui envahissent le palais Bourbon. Suivant l'opinion publique, la Deuxième République est finalement proclamée devant l'hôtel de ville de Paris, par qui l'on sait, hein, voilà. Alors le vieux souverain déchu en route vers l'exil n'aurait eu de cesse de répéter pire que Charles X, 100 fois pire que Charles X. Fin de vie au Royaume-Uni, voilà, exil de France, etc. Mort et inhumation, voyageant dans une voiture banale sous le nom de Monsieur Smith. Le roi déchu embarque le 2 mars 1848 au Havre
sur un paquebot en direction de l'Angleterre, où il s'installe avec sa famille au château de Charmont-en-Surrey, donc mise à disposition par la reine Victoria. Donc voici la belle peinture. J'aime beaucoup ce portrait, regardez. Elle était très noble, très jolie. Enfin, la peinture la montre très belle en tout cas, hein. Voilà, donc mort et inhumation. Louis-Philippe s'éteint le 26 août 1850 à l'âge de 76 ans. Dans son lieu d'exil, il est inhumé dans la chapelle Saint-Charles-Borromée à Weybridge, en Angleterre, donc en 1876. Son corps ainsi que celui de sa femme, la reine Marie-Amélie, morte le 24 mars 1866, sont ramenés à la chapelle royale de Saint-Louis. C'est où ça? C'est en France, hein? De Dreux, oui, à Dreux. Nécropole familiale que sa mère a fait construire en 1816 à Dreux, oui, voilà. Et qu'il a lui-même fait agrandir pendant son règne. Alors, frères et sœurs, bon, écoutez, je vous laisse fiancée Élisabeth du Royaume-Uni. Voilà, épouse Marie-Amélie, ça on l'a dit, de Bourbon-Sicile. L'archiduchesse Marie-Caroline d'Autriche, ascendance, il n'y a rien. Bon, enfant, ben voilà, hein. Enfant, ben voilà, ses enfants, vous voyez. Ferdinand Philippe, Louise, Marie, Louis, Françoise, Clémentine, François, Charles, Henri, enfin voilà, Antoine, etc., etc., etc. Voilà les honneurs qu'il a eus par certains pays. Voilà, chers amis, écoutez, nous revenons à la page d'accueil. Elle n'est pas très belle, hein, j'avoue que cette image, je ne me plaît pas beaucoup. J'espère que cette vidéo un peu longue, je vous l'accorde. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, exprimez-vous. Faites-vous entendre, faites entendre votre voix. Comme autrefois, quand les gens du pays des fromages n'étaient pas contents, lors des barricades, ou quand ils étaient contents, par des ovations, dites-moi ce que vous pensez, et je serai ravi de vous lire, de vous écouter. Enfin, surtout de vous lire. Alors, chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous souhaite une bonne journée, bien sûr. Nous serons mercredi quand vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille, beaucoup de bonheur entre amis et sur votre lieu de travail, vos collègues, camarades et votre hiérarchie, vos supérieurs. Entendez-vous bien avec eux parce que c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.